je suis Morgane Guéret, je suis doctorante au sein du Centre de droit maritime et océanique de l'Université de Nantes. Et donc, ça fait 3 ans que je travaille sur une thèse sur les enjeux de la transition écologique du transport maritime. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer certains d'entre vous et d'en discuter. Et donc, j'arrive au bout. La soutenance, effectivement, est le 17. Et donc, en même temps que le colloque du cluster. Donc, c'est aussi pour ça que Nathalie a eu l'idée d'organiser cette soutenance pour que vous puissiez quand même avoir le résultat des travaux. Donc, on va voir 4 points pour présenter mes travaux. D'abord, des éléments de contexte pour comprendre pourquoi c'est un sujet important qu'il faut traiter. Ensuite, on va voir comment l'étude a été menée. On va voir les résultats qui ont été obtenus et comment on peut se servir de ces résultats dans l'avenir. Donc d'abord, au niveau du contexte, on va voir l'importance du transport maritime pour les sociétés modernes, l'impact du transport maritime sur l'environnement et le nombre d'acteurs impliqués. Et ça va permettre de mettre en évidence 5 catégories d'enjeux. Les enjeux commerciaux, les enjeux sociaux, les enjeux économiques, les enjeux environnementaux et les enjeux techniques et opérationnels. Et donc, ça va nous dessiner un contour euh, qui va permettre après de construire la problématique. Donc déjà, au niveau des enjeux commerciaux, on a 80% du commerce mondial en valeur et 90% du commerce mondial en volume qui transite par la mer. Donc ça fait énormément de marchandises. Ici, je vous ai mis pour illustrer juste les porte-conteneurs. Donc on voit les routes des porte-conteneurs, on voit les ports. Donc on voit que tous les continents sont concernés, toutes les mers. Donc ça met un petit peu en lumière déjà l'enjeu commercial. Ensuite, on a des enjeux environnementaux. Comme sur un navire, on va mettre beaucoup plus de marchandises que sur un camion, dans un avion, dans un train. Ça va permettre de mutualiser les coûts environnementaux. Et donc, le transport maritime va permettre de transporter beaucoup plus de marchandises en réduisant l'impact environnemental. Donc ici, je vous ai mis l'exemple des émissions de CO2 sur la phase opérationnelle. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi tous les changements d'affectation des terres, perturbation du monde animal, bruit. Donc voilà, tout simplement, on réduit l'impact environnemental par tonne de marchandises transportées. Donc il faut éviter le report modal pour éviter le déplacement de la pollution. Ensuite, on a des enjeux sociaux et économiques. Donc ici, pareil, je vous ai mis 2 exemples pour illustrer ces enjeux. Le cas de Seattle et le cas du Royaume-Uni. Donc pour le cas de Seattle, en fait, tous ces emplois, qui sont directs ou indirects, ça représente 7,5 millions d'habitants, donc 6 à 7% des habitants de Seattle. Donc ça nous montre un petit peu l'impact sur la vie économique, sur l'emploi, au niveau social dans une ville. Au niveau du Royaume-Uni, voilà, pareil, on a le nombre d'emplois qui est créé et le chiffre que ça représente. Donc, on a un impact très important sur l'emploi, sur le PIB des États. Et donc, c'est très important de prendre ça en compte. Enfin, sur les enjeux sociaux, on va avoir aussi des enjeux un petit peu plus particuliers. Ça va être le cas des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés. Donc, ceux-là, ils vont être très dépendants du transport maritime pour ce qu'on appelle les biens de première nécessité. Donc, ça va être la nourriture, les frigos, le matériel informatique, matériel agricole, voilà un petit peu tout ça. Ici, vous avez 2 exemples avec des données de la Banque mondiale et de la Conférence des Nations Unies sur le développement. Donc, les premiers, on voit que les petits États insulaires, ils sont du Pacifique et du Caraïbe, ils importent la majorité de leur nourriture. Donc 60% en général et plus de 80% en général aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, et on a aussi donc pour les petits États pour les États en développement, les moins avancés, on a des imports de nourriture, imports de produits de manufacture, imports de matériel agricole. Donc lorsqu'on va prendre une réglementation, il va falloir faire attention à ne pas augmenter les coûts pour ces États qui sont extrêmement dépendants et euh, donc voilà. Ensuite, on a les enjeux environnementaux. Donc, on a 3 phases qu'on peut distinguer dans la vie du navire avec des impacts environnementaux variables pendant ces 3 phases. On a la construction, la vie opérationnelle et le démantèlement. Donc, d'abord, sur la construction. C'est une phase très importante parce qu'on va avoir des impacts positifs et des impacts négatifs. Donc, on a majoritairement bien sûr des impacts négatifs avec les résidus, les métaux lourds, déchets dangereux. On a de la pollution atmosphérique.
On a la consommation des ressources. Je vous ai mis un travailleur parce qu'on a aussi un impact important sur la santé des travailleurs et les populations locales. On se rend compte aussi que ces impacts ils sont beaucoup plus forts dans des chantiers asiatiques que dans des chantiers européens où c'est beaucoup plus encadré. Donc c'est un élément aussi à prendre en compte. Mais c'est aussi pendant cette phase qu'on va pouvoir mettre en place des technologies, utiliser des matériaux qui vont tout au long de la vie du navire permettre de réduire son empreinte environnementale. Donc c'est une phase très importante sur ce point-là aussi. Ensuite, donc la phase opérationnelle avec ici je vous ai mis les pollutions les plus connues, voilà, perte de marchandises, bruit sous-marin, pollution par hydrocarbures, on a tous déjà entendu parler des marées noires. Et on a donc pollution atmosphérique et détérioration de la qualité de l'air. Et enfin, lors de la phase de démantèlement, où là, on va retrouver un petit peu comme dans la phase de construction, des produits toxiques, des déchets dangereux qui vont être rejetés dans le milieu marin et dans le milieu terrestre, de la pollution atmosphérique. Alors, il faut remarquer que l'impact environnemental de la phase de démantèlement va beaucoup dépendre de la méthode de démantèlement. Encore une fois, sur les chantiers asiatiques et sur les chantiers européens, on n'a pas les mêmes méthodes et on n'a pas le même impact. Ici, je vous ai illustré la méthode du bishing. Donc, il consiste à faire s'échouer un navire sur la plage et à le démanteler comme ça, sans aucune protection. De nouveau, je vous ai mis un travailleur parce que pareil, ça a un impact très important sur la population et sur les travailleurs. Et enfin, on a vu donc qu'il y avait beaucoup d'acteurs. Donc, les chantiers, on a vu les chantiers navals et les ports principalement, mais on va avoir aussi tous donc les emplois qu'on a vus qui sont indirects, banques, les laboratoires de recherche, on a les sociétés de classification, les services de secours. Donc, tous ces acteurs vont impacter euh, de près ou de loin l'empreinte environnementale du navire. Ils vont devoir collaborer pour mettre en place des solutions qui vont permettre de réduire l'impact. Donc ici, ça va montrer un petit peu tous les enjeux opérationnels et techniques qui vont devoir être pris en compte par les réglementations. On ne peut pas juste dire au navire de ne plus polluer, il faut qu'il prenne en compte les liens qu'il a avec les autres acteurs et les possibilités techniques et opérationnelles qu'il peut mettre en place. Donc maintenant qu'on a vu ces éléments de contexte, qu'on a compris qu'il était important de réglementer ce sujet, on va voir comment on a conduit l'étude. Donc d'abord, on va définir le champ de l'étude, bien sûr. Et ensuite, on va voir précisément comment on a étudié le droit maritime et les enjeux. Donc déjà, dans la définition du champ de l'étude, il faut définir les termes du sujet. Et le terme principal, ça va être transition écologique. Et on se rend compte que c'est un terme qui peut prêter parfois à confusion. Donc, en me basant sur le rapport de Limit to Grow Report, on trouve une définition qui correspond bien. C'est la transition d'un modèle de croissance à un équilibre global. Et cette transition, elle renvoie à une notion qu'on connaît bien, le développement durable. Et le développement durable, donc là, c'est le rapport de la commission Brundtland qu'il faut regarder, où on a une définition qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et comment on fait ça? Comment on répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs? Eh ben, en limitant les pollutions, en limitant l'impact environnemental. Donc, il a fallu définir ce qu'était une pollution. Et là, il a fallu regarder plusieurs réglementations au niveau international, beaucoup au niveau européen aussi. Et en faisant un croisement, parce qu'on se rend compte que certaines réglementations vont avoir un sujet spécifique, et donc quand elles vont définir la pollution, elles vont limiter la définition. Et donc quand on croise, on arrive à une définition plus générale, qui va être l'introduction par l'homme dans un milieu naturel de façon directe ou indirecte, volontaire ou non, d'une substance ou d'une énergie ayant ou pouvant avoir des effets nuisibles. Et donc, globalement, comment on peut résumer cette définition? Ben, le transport maritime, il doit répondre aux besoins de la société, donc ce qu'on a vu, les besoins commerciaux, les besoins économiques, les besoins sociaux, sans causer les dégradations à l'environnement, qu'on a vu aussi lors des trois phases de la vie du navire. Donc, c'est sur ça qu'il va falloir travailler. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on entend par transport maritime? Nous, on a choisi de se concentrer sur le navire parce que c'est le navire qui va être au cœur de l'activité de transport maritime. C'est lui qui fait la liaison entre les différents ports, les différents chantiers. Surtout, sans navire, on n'a pas on n'a pas besoin de port, on n'a pas besoin de chantier. Donc c'est vraiment le navire qui va être au cœur de ce sujet. Le navire est aussi, comme il fait la liaison, il va être aussi soumis à toutes les contraintes euh, portées par les différents ports, par les différents chantiers. Donc voilà, donc on choisit de se concentrer sur le navire. Ensuite, il a fallu définir quel type de navire
sur lequel on va se concentrer. Donc, on a les navires de service, les navires de pêche, les navires militaires, les navires de commerce et les navires à passagers. Sur ces catégories-là, on va exclure les navires de militaires qui ont un régime réglementaire particulier, donc qui demandent de faire une étude complètement à part. On va exclure les navires de pêche et les navires de service. Pourquoi? Parce que l'impact environnemental est moindre pour ces navires-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas travailler sur leur empreinte, mais du coup, nous, on a choisi de se concentrer sur les navires qui ont beaucoup d'impact. Il reste les navires de commerce et les navires de transport à passagers. Là, la question a été un petit peu plus complexe parce que les deux polluent énormément. Et je vous ai mis ici l'exemple, par exemple, on voit que les navires de commerce sont responsables de la majorité des émissions de CO2, mais c'est pas que cette pollution-là. Comme c'est des navires beaucoup plus gros, ils ont beaucoup plus d'impact environnemental. Donc, il a fallu faire un choix entre les navires de commerce et les navires à passagers. Pourquoi? Parce que ils sont pas soumis aux mêmes contraintes techniques et opérationnelles. Donc, c'est très complexe d'étudier la décarbonation des deux en même temps. J'ai choisi de me concentrer sur le navire de commerce parce que les navires à passagers, comme c'est un argument marketing, leur empreinte environnementale, ils vont être beaucoup plus enclins à évoluer en raison de l'impact sociétal plutôt qu'en raison de l'impact des réglementations, même si les réglementations ont quand même un poids. Alors que le navire de commerce, qui est ressorti des entretiens que j'ai pu faire avec les acteurs, c'est qu'il y a une très forte évolution, une très forte amélioration de l'impact environnemental grâce aux réglementations qui les incitent à évoluer, et ce, depuis à peu près enfin, si on compare aux années 2000. Donc, c'est pour ça que comme moi, je fais une thèse juridique, je préférais me concentrer sur les navires de commerce. Au niveau de la taille, là aussi, ça a été un petit peu plus compliqué parce que, en fait, l'impact environnemental des navires de 5000 tonneaux et plus, on aurait pu s'y limiter parce que c'est eux qui ont le plus d'impact environnemental. Mais quand on étudie les réglementations, on voit qu'il y a beaucoup de discussions et de sujets autour de l'inclusion des navires de 400 tonneaux et plus. Donc, si on exclut les navires de 400 à 5000 tonneaux, on va exclure une bonne partie des discussions au niveau des réglementations. Donc, c'est pour ça que j'ai retenu la taille de 400 tonneaux. On va étudier le navire sur tout son cycle de vie, parce qu'on a vu bah, donc, sur les trois phases, il pollue. Et on va l'étudier au niveau international. Là, c'est pareil, il a fallu faire un choix entre le navire qui circule sur du cabotage pardon, national et régional, et celui qui navigue au niveau international, de nouveau parce qu'ils ont des contraintes techniques et opérationnelles différentes. Voilà, donc ensuite, avant de définir le droit qu'on va étudier, il faut définir qui fait ce droit. Et donc, on a plusieurs entités au niveau international, l'OMI et les agences de l'ONU. Au niveau régional, on a l'Union européenne, mais on a aussi toutes les autres régions. Et au niveau national, on a la France, les États de l'Union européenne et les autres États. On va choisir de se concentrer sur l'OMI. Pourquoi? Parce que dans la convention créant l'OMI, elle est l'entité désignée pour régir le transport maritime international, donc sur le plan de la sécurité, de la sûreté et de la protection de l'environnement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser au droit régional notamment et au droit national, parce que ceux-ci vont être souvent précurseurs ou vont combler les lacunes du droit international qui va être limité par des questions politiques parfois, ou parce que tout simplement, bah, on ne prend pas le même nombre de décisions à presque 200 États que à 30 États. Voilà. Il va aussi falloir un petit peu regarder ce que font les autres agences de l'ONU. Pourquoi? Parce qu'on en a qui vont avoir un impact sur le transport maritime. Donc, par exemple, on a l'OIT qui va aussi réglementer le travail des marins. Et on a d'autres agences qui peuvent servir d'exemple. On a par exemple beaucoup de comparaisons dans la doctrine entre le droit maritime et le droit pour le transport aérien au niveau décarbonation. Donc, ça peut être utile des fois de regarder ce qui se passe au niveau de ces agences. Donc, quel est le droit que produisent ces institutions publiques? Donc, c'est ce droit-là qu'on va étudier, les actes de droit qu'on va étudier. Donc, je vous ai listé, voilà, au niveau international, au niveau des régions, au niveau des États, les actes de droit classiques. Mais il ne va pas falloir se limiter au droit que des institutions publiques produisent, parce qu'il y a énormément d'institutions privées qui vont avoir un impact sur la décarbonation du transport maritime et sur sa transition écologique en général. Donc déjà, on a les règles des sociétés de classification, on a les normes ISO, on a toutes les réglementations, enfin le droit qui va être issu des contrats, qui va s'appliquer du coup contre des parties, mais qui va pouvoir aussi servir d'exemple pour d'autres contrats. Et on a des recommandations des associations d'acteurs qui vont avoir la forme
d'un droit non obligatoire, mais qui vont inciter les acteurs du secteur à agir dans un sens ou dans l'autre. Donc maintenant qu'on a défini ce champ d'études, comment on fait, euh, comment on a conduit l'étude. Alors d'abord, il a fallu faire une cartographie du droit et des réglementations existantes. Mais il n'a pas fallu s'en contenter, il a fallu analyser les dispositions, quels effets elles ont sur la protection de l'environnement. Il a fallu analyser les conditions autour des discussions, autour de l'adoption, de l'entrée en vigueur des applications, parce qu'on va pouvoir avoir des explications sur pourquoi une réglementation est moins efficace ou est plus efficace. Donc cette phase n'a pas été très compliquée parce que du coup, grâce à mes études précédentes, j'avais une bonne connaissance de l'OMI, de l'Union européenne et des réglementations en vigueur. Pardon. Euh, Ensuite, il a fallu approfondir les premières analyses et les premières réflexions grâce à la doctrine. Donc là, je vous ai mis quelques ouvrages et quelques conférences que j'ai pu suivre. Pourquoi c'est important? Parce que des fois, on va avoir une réglementation qui va nous paraître efficace. Et en fait, quand on regarde la doctrine, elle est énormément critiquée. On se rend compte qu'il n'y a pas autant d'effets que ce qu'on pensait. Ou à l'inverse, on va pas comprendre pourquoi une réglementation nous paraît bien construite, nous paraît efficace et qu'elle n'a pas les résultats attendus et la doctrine va avoir des explications. Donc c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir élargi au-delà des réglementations. Enfin, moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais très envie de prendre en compte, enfin, pour moi, c'était très important de prendre en compte la réalité du terrain. C'est indispensable pour avoir des réglementations effectives et qui vont être appliquées, comprises par les acteurs. Donc, comment j'ai fait pour comprendre cette réalité du terrain? Déjà, j'ai rencontré des acteurs certains qui sont présents aujourd'hui. Donc, je remercie tous les acteurs qui ont toujours répondu présent, qui ont toujours pris le temps de répondre à mes questions, soit que ce soit de façon informelle, soit que ce soit lors d'entretien. Ensuite, j'ai aussi suivi de près les prises de position. Donc ça a été très utile, notamment sur le Fit for 55 au niveau européen. Il y a beaucoup d'organisations, d'acteurs ou environnementales qui ont pris position sur ces réglementations et qui ont permis de les faire évoluer. Donc c'est très intéressant de voir comment ils prennent position, les problèmes qu'ils soulèvent et comment ils sont résolus par le législateur. Et ensuite, j'ai visité donc les installations pour mieux comprendre comment ça fonctionnait sur le terrain. Donc ici, vous avez le port de Barcelone et le Cèdre. Et enfin, donc, du coup, en parallèle de tout ça, il a fallu faire une veille réglementaire, donc suivre toutes les propositions, toutes les discussions. Et cette phase-là était un peu plus compliquée parce que quand on sort de l'OMI, de l'Union européenne, chaque région, chaque État a son propre mode de fonctionnement. Par exemple, on a beaucoup entendu parler du Clean Shipping Act au niveau américain. Ça fait beaucoup de bruit et en fait, quand je me suis rapprochée des législateurs américains, ils nous ont dit, mais c'est juste une proposition parmi tant d'autres au niveau du Congrès. C'est complètement noyé au milieu d'autres propositions. C'est pas sûr du tout que ça aboutisse. Voilà. Donc c'est des petites choses comme ça qui vont permettre de comprendre un petit peu les sujets qui sont discutés à droite à gauche et lesquels vont pouvoir être enfin, vont pouvoir avoir un avenir, si on peut dire ça comme ça. Et c'est très important. On peut prendre l'exemple du nucléaire. Au début de ma thèse, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui en parlaient. J'ai remarqué que les réglementations sont très en retard sur le sujet au niveau du nucléaire dans le civil. Et très récemment, au mois de mars, le sujet a été soulevé à l'OMI. Donc, il a fallu que je réécrive toute cette partie-là pour prendre en compte les dernières discussions. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est très important pour être bien actualisé. Et donc, à partir de tous les enjeux qu'on a vus, donc commerciaux, sociaux, économiques, techniques, opérationnels et environnementaux, à partir de toutes les réglementations qu'on a vues, qu'on a tous leur application, les discussions, on a pu construire une problématique qui va être quelles sont les possibilités juridiques d'évolution du droit maritime international pour répondre aux urgences environnementales et assurer la transition écologique du secteur du transport maritime malgré les enjeux complexes de cette activité. Donc, on va voir quels résultats on a obtenus et comment on a pu répondre à cette problématique. Donc d'abord, on a mis en évidence des facteurs clés qui permettent d'avoir une réglementation forte, effective, et ça va être des axes de travail pour améliorer les réglementations. Ensuite, on va voir que peu importe les évolutions qu'on va, qu'on va trouver, les voies d'amélioration qu'on va trouver, on va être limité parce que l'OMI, c'est une organisation internationale avec un champ de compétences et de fonctionnement défini. Et enfin, on va voir quelles sont du coup les possibilités d'évolution
sur des thématiques générales, puis sur des thématiques environnementales particulières. Donc, tout d'abord, la mise en évidence de facteurs clés. Donc, comment on a fait? On a d'abord étudié le cas de la pollution par hydrocarbures, qui est la pollution qui a fait le plus parler d'elle dans les années, avant les années 2000, et même un petit peu après. On voit que pour cette pollution, on a un réel intérêt des États à agir, parce qu'on a des conséquences socio-économiques très importantes lorsqu'on a une marée noire et des conséquences environnementales. On a aussi un intérêt des acteurs, à la fois pour les conséquences économiques que ça représente et à la fois pour la pression sociétale de ne pas polluer. Donc, grâce à ces intérêts, on a eu des conventions qui ont été adoptées très rapidement, euh, des droits régionaux et nationaux qui ont suivi, avec des dispositions à la fois de prévention, on peut évoquer la double coque, à la fois de responsabilisation, d'incrimination et des sanctions fortes. On peut le voir avec le cas d'Erika, où on est arrivé à la condamnation des armateurs et, euh, et, euh, et voilà. Et donc, on a aussi on a des moyens techniques qui existent pour prévenir, donc j'ai évoqué les double coques, pour lutter quand on a une nappe d'hydrocarbures, on sait la canaliser, on sait à peu près la nettoyer, on sait en étudiant les courants marins comment elle va se déplacer, voilà. Donc ça, c'est développé par la recherche et le développement et grâce à la coopération interétatique. On a une pollution qui va être localisable, qui va être visible, qui va être visible immédiatement, et on a des comportements qui sont connus et maîtrisables. Et lorsqu'on regarde d'autres cas, d'autres exemples de pollution, on peut prendre par exemple le cas des eaux de ballast. On va se rendre compte que les réglementations ne sont pas parvenues complètement à endiguer le problème de la pollution. Donc pour le cas des eaux de ballast, on va voir qu'il y a encore beaucoup d'évolutions techniques sur les moyens qui vont être mis en œuvre pour appliquer la réglementation. Sur le conteneur, sur le transport des conteneurs, par exemple, on va voir que c'est l'inverse, que la taille des navires a augmenté, que le nombre de conteneurs en circulation a augmenté, mais que le droit, à l'inverse, il est plus du tout adapté à cette quantité de conteneurs qui circulent. Et donc, voilà, j'ai mis quelques exemples, voilà, et à chaque fois, on identifie qu'il y a des problèmes qui empêchent la réglementation d'être effective. Et donc, à partir de là, on voit qu'à chaque fois qu'il y a un problème, c'est parce qu'il manque un des éléments qui était présent pour la pollution par hydrocarbures. Donc, on a l'intérêt des États et l'industrie du transport maritime à lutter contre une pollution. Ça, c'est ce qui va permettre la création du droit. On a un droit préventif et répressif. Ça, ce qui va permettre d'assurer la lutte et la prévention contre la pollution. On a les moyens techniques de prévention et de lutte. Donc, ils doivent être identifiables, abordables et disponibles pour les acteurs. Ça, c'est ce qui va permettre aux acteurs tout simplement d'appliquer le droit. S'ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas l'appliquer. Et enfin, on a les caractéristiques de la pollution visée. Ça va à la fois permettre de construire le droit et en même temps, ça va permettre de développer les moyens. Donc ça, c'est quatre éléments, voilà, à réunir. Donc maintenant qu'on a vu sur quoi il faut travailler pour améliorer les réglementations, il va falloir voir comment on est limité ou quelles sont les possibilités grâce aux compétences de l'OMI. Donc d'abord, on a vu que le navire est notre sujet central, mais qu'il est dépendant de beaucoup d'autres acteurs pour agir. Comment l'OMI peut agir sur ces acteurs? Eh ben, en fait, elle a un champ de compétences qui est assez large. Au niveau de sa convention, il n'y a aucune limite, il y a aucune disposition qui la limite au cas des navires. Par contre, on peut avoir des difficultés politiques si elle veut, par exemple, réglementer les chantiers navals, qui sont un acteur national, les ports, où il y a des enjeux concurrentiels très forts. Là, il y a des risques que les États s'opposent à ces réglementations. Donc, on va pouvoir contrer ces difficultés politiques en utilisant le droit souple pour promouvoir les bonnes pratiques donc des acteurs au-delà du navire. Et on va pouvoir intégrer certaines de ces bonnes pratiques dans des textes contraignants. Donc, on peut prendre par exemple le cas de l'OPS, qui est une bonne pratique à diffuser, mais en même temps qu'on ne peut pas imposer, cette fois non pas pour des raisons de difficultés politiques, mais pour des raisons techniques. On peut prendre par exemple le cas de la Californie qui, en septembre dernier, a dû mettre fin temporairement à cette obligation de connexion des navires à quai parce que le réseau électrique ne permettait plus de répondre à la demande. On peut comparer aussi la capacité de fournir d'électricité entre l'Europe et l'Afrique. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans du droit dur, dans des textes contraignants. Par contre, on peut le mettre dans du droit souple diffusé pour que les États et les régions qui sont en capacité de le faire le fassent. Ensuite, on peut mettre en avant des initiatives nationales et régionales.
donc notamment des initiatives économiques, d'incitation économique à la réduction de la pollution. Cette fois, on a des obstacles juridiques pour les reprendre au niveau international. Donc, ça vient des principes de souveraineté, de non-ingérence. Voilà, c'est dès qu'on touche au sujet économique, c'est toujours très délicat. Et en plus, on a des difficultés politiques. Les ports, par exemple, sont des acteurs très importants au niveau économique. On ne peut pas leur imposer aux États de mettre en place une réduction de la redevance portuaire. Mais on peut utiliser le droit souple pour promouvoir ces initiatives. Donc, elles sont plusieurs sortes. Donc, j'ai parlé de la redevance portuaire, mais il y a aussi les frais de registre pour les navires. Voilà, ça peut être des voies pour les États pour encourager les navires à réduire leur impact environnemental. Et enfin, on a besoin d'intégrer la réalité du terrain et d'augmenter la rapidité des procédures. Donc, on l'a vu avec le cas des conteneurs, le droit des conteneurs, le droit pour le transport des conteneurs est un petit peu en retard par rapport à l'évolution scientifique. Donc, il faut vraiment intégrer la réalité du terrain et le faire rapidement. Donc, sur ce point, on se rend compte que en fait, les acteurs sont déjà intégrés dans le processus réglementaire grâce au statut observateur et consultatif à l'OMI. Donc, ça va être plutôt aux États de les inclure plus au niveau interne, tout en gardant la neutralité qui est importante pour l'État. L'État doit représenter l'intérêt général. Donc, il faut qu'il écoute la réalité du terrain, mais qu'il garde en tête l'intérêt général. Et pour accélérer les procédures, là, ça a été un petit peu plus compliqué parce on est confronté aux difficultés politiques. Intégrer les acteurs, ça permet d'intégrer la réalité du terrain, mais comme il y a plus de monde, ça va ralentir les procédures. Donc, comment on peut faire à ce niveau-là? Donc, déjà, il y a possibilité, aujourd'hui, on fonctionne beaucoup au consensus à l'OMI. Il y a possibilité d'avoir recours au vote quelquefois, comme on a pu avoir le cas pour le EDI. Et on va pouvoir multiplier les groupes de travail. Donc, les groupes de travail, ça n'impose pas à tous les États d'envoyer un représentant avec les coûts que ça implique. Ils vont pouvoir travailler plus vite, ils vont pouvoir travailler à distance. Et de toute façon, les décisions qui sont prises par les groupes de travail vont être validées en comité. Donc, ça peut permettre d'avancer plus rapidement sur certains sujets, mais il faut que ce soit fait en tenant compte, bien sûr, des intérêts de tous les États pour que la décision soit validée après en comité, sinon ça ne sert à rien. Donc, maintenant, on va voir comment on peut avancer sur des thématiques générales. On va commencer par la recherche et le développement. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la recherche et le développement, ben, c'est ce qui va permettre de réunir deux des facteurs clés. Donc, avoir des moyens de lutte et de prévention et connaître la pollution. Donc, comment le droit peut influencer la recherche et le développement? Ben là, il est très limité par plusieurs principes du droit du commerce international. Donc, par exemple, le principe de concurrence libre et loyale. Il va être limité par le principe de neutralité technologique, qui va l'empêcher d'orienter la recherche et le développement vers une technologie en particulier. Par contre, il va devoir aussi appliquer les principes de précaution et de prévention. Et ça, c'est important parce que ça va permettre par exemple, de réorienter la recherche et le développement qui va parfois partir dans une mauvaise direction. Donc, on peut prendre l'exemple, par exemple, des systèmes de nettoyage des gaz d'échappement des navires, les scrubbers, où on s'est rendu compte qu'il y avait un déplacement de pollution atmosphérique vers la pollution marine et pour les scrubbers à boucle ouverte. Et donc là, le droit peut appliquer le principe de précaution et réorienter la recherche vers des technologies qui vont permettre de vraiment réduire la pollution atmosphérique sans créer une nouvelle pollution marine. Au-delà de cet accompagnement et cette orientation un petit peu de la recherche et le développement, le plus gros problème, ça va être les financements. Il manque souvent des financements pour faire évoluer la recherche et le développement. Mais l'OMI, sur ce point-là, elle n'a pas de pouvoir. Ça va peut-être changer avec la mesure de marché, la création d'un fonds. C'est encore en cours de discussion, même si a priori, il y aurait effectivement un fonds qui pourrait alimenter du coup la recherche et le développement. Donc ça va être là pour l'instant, c'est plutôt les États et les régions qui vont développer des financements. L'OMI va quand même avoir un rôle parce que les financements en général vont être dans les États développés. Et donc, pour s'assurer que les États en développement ne sont pas laissés derrière, l'OMI va devoir coordonner, assurer la coopération et la diffusion des technologies. Ensuite, sur une autre thématique générale, on a la sécurité, la sûreté et la formation. La recherche et le développement vont amener des besoins dans ces trois domaines-là parce qu'ils vont faire évoluer les pratiques et les technologies à bord des navires. Donc en matière de sécurité, on voit assez rapidement qu'en fait, c'est pas à la réglementation sur la sécurité de s'adapter, ça va être plutôt aux technologies
de respecter la réglementation qui est suffisamment large pour permettre l'arrivée de nouvelles technologies tout en assurant la sécurité de la navigation. Donc ça, c'est une approche qui a été adoptée par le MSC dans les années 90, Goal-Based Standard. Il y a quelques sujets quand même où on va avoir besoin d'une évolution de la réglementation, notamment les nouveaux carburants, avec un travail qui est en cours à l'OMI, puisqu'on a déjà des directives intermédiaires hydrogène, et là on a les directives ammoniac qui viennent de sortir. Et on va pouvoir faire quelques évolutions mineures, notamment par exemple sur les conteneurs ou sur la notion de vitesse sûre, où on va pouvoir ici intégrer la protection des mammifères marins, la zone de vie des mammifères marins par exemple, qui va permettre à la fois d'assurer la sécurité et à la fois de protéger l'environnement. Au niveau sécurité, sûreté, pardon, c'est un sujet un peu particulier parce que ça va être surtout un rôle des États et des actions de terrain qu'il va falloir mener. Donc là, l'OMI va avoir un rôle de coordination du droit et des actions. Et il y a un très gros retard sur ce sujet-là au niveau de la cybersécurité, qui est un domaine qui a évolué très rapidement. Et en fait, les réglementations sur le sujet sont très légères, trop légères, même si on a pas mal d'actions de terrain en France qui sont mises en place sur le sujet. Et il y a beaucoup d'États qui sont très en retard sur le sujet. Donc là, l'OMI doit un petit peu unifier cela et accompagner les États dans la protection enfin, dans la mise en place de mesures pour la cybersécurité. Au niveau de la formation, pareil, ça va être une action de terrain et l'OMI va guider un petit peu tout ça en collaboration avec l'OIT. Et donc c'est pareil, c'est un travail qui est en cours, notamment on a un projet pour les carburants, les nouveaux carburants. Les directives intermédiaires en général prévoient aussi un volet formation. Donc voilà, on a des choses sur ce sujet. Et une dernière thématique générale sur lesquelles il faut évoluer, ça va être assurer l'équité entre les acteurs. Donc en fait, quand on va avoir un droit, on va avoir un responsable. On va avoir, quand on va mettre en place une technologie, on va avoir des gains et des coûts. Et la plupart des technologies ou des améliorations opérationnelles vont devoir être mises en place grâce à un dialogue entre les acteurs. Donc comment le droit va pouvoir assurer l'équité dans tout ça, c'est-à-dire ne pas punir quelqu'un qui n'est pas responsable, assurer que la personne qui est responsable de mettre en place une solution ne se fait pas léser au niveau financier. Eh bien, il va falloir organiser un dialogue entre les droits international, le droit régional national et le droit contractuel. Donc, par exemple, ça va être le droit international qui va poser une incrimination, ça va être le droit régional qui va poser la sanction, avec une possibilité de report sur l'acteur réellement responsable. Et les clauses contractuelles vont mettre en place aussi au sein des contrats une répartition des gains et des responsabilités. Donc, pour illustrer ça, on peut prendre l'exemple du CII, de l'indice d'intensité carbone, qui va être mis en place au niveau de l'OMI par le droit international. C'est l'armateur qui va être responsable de la note obtenue, mais c'est pas lui qui, enfin, selon le contrat d'affrètement, c'est pas lui qui va être responsable des solutions opérationnelles qui vont pouvoir être mises en place pour améliorer la note d'intensité carbone. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est déjà mis en place naturellement mais qu'il va falloir maintenir, par exemple, pour l'adoption des mesures de marché. Là, on va pouvoir prendre exemple sur ce qui a été fait au niveau européen avec le système de quotas d'échange carbone, où on a un responsable, la compagnie maritime, une sanction, et en fait, le droit régional renvoie au droit contractuel pour la répartition de la charge. Et donc, BIMCO, par exemple, a déjà mis en place des clauses contractuelles qui vont permettre de répartir entre les acteurs la charge de la sanction et de mettre vraiment le poids sur le responsable des émissions. Enfin, donc, on va passer à des thématiques particulières. Donc, d'abord, sur le droit pour la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, il y a plusieurs points d'amélioration qu'on a identifiés. Déjà, il faut adopter une mesure de marché. Donc, c'est en discussion au niveau de l'OMI, mais on a des difficultés juridiques qui ont encore été présentes lors de l'ISWG qui a eu lieu la semaine dernière. On a encore des contestations comme quoi Marpol serait pas utilisable pour adopter cette mesure. Donc, dans ma thèse, je résous ces difficultés. Voilà, notamment pour Marpol, j'évoque le fait que cette convention n'a absolument aucune disposition qui l'oblige à être uniquement technique et opérationnelle. Et donc, elle peut tout à fait être économique. Ça serait une nouveauté, mais ça serait absolument pas contraire au droit. Ensuite, on a des difficultés politiques que là, moi, j'ai pas résolues parce que c'est une thèse juridique et pas politique. Mais voilà, on a encore quelques difficultés politiques.
Pourquoi adopter cette mesure de marché est essentielle? Parce que ça va permettre une réduction de la différence entre le prix des carburants fossiles et alternatifs. Ça va encourager les premiers arrivés et ça va aussi permettre indirectement de mettre un coût sur la pollution, même si c'est pas le but premier de cette mesure. Ensuite, une autre évolution, ça va être un changement d'approche. Aujourd'hui, ce droit-là, il considère les carburants et il considère pas les autres sources d'énergie possibles, alors qu'on en a qui ont été développées, notamment propulsion vélique. On a aussi des méthodes de propulsion solaire, voilà. Donc, on a des petites choses qui ont été développées. Donc, pour respecter le principe de neutralité technologique, il va falloir faire un changement d'approche. Et ça passe notamment par une modification des textes, ne plus parler de carburant, mais de sources d'énergie. Enfin, on a eu des évolutions scientifiques qui n'ont pas été prises en compte par le droit, parce elles sont assez récentes. Déjà, la considération des autres gaz à effet de serre et des particules fines autres que le dioxyde de carbone, et l'adoption d'une approche well to wake, donc c'est-à-dire considérer pas que les émissions sur le navire, mais les émissions produites en amont du navire pour la fabrication, le transport, le stockage des carburants. Donc, l'approche well to wake ne semble pas poser de problème au niveau des discussions. C'est quand même quelque chose qui revient assez rapidement, enfin assez facilement au sein de l'OMI. De la même manière, l'inclusion du méthane et du protoxyde d'azote, il y a encore quelques États réticents, mais c'est quand même quelque chose qui fait plus trop l'objet de débat. Par contre, au niveau du carbone noir, il y a encore énormément de débats pour l'inclusion, parce que c'est une particule fine et non un gaz à effet de serre. Donc, il y a beaucoup d'États qui s'appuient sur cet élément-là pour contester l'inclusion du carbone noir, alors qu'aujourd'hui, c'est prouvé qu'il a un effet désastreux, notamment lorsqu'il est produit dans les zones polaires, au niveau du réchauffement climatique. Donc voilà, pour moi, c'est une évolution qu'il faut faire. Et malgré cette différence gaz à effet de serre et particules fines, il n'y a aucune limite juridique à inclure le carbone noir, puisque les textes parlent de pollution atmosphérique et non pas de pollution par les gaz à effet de serre. Ensuite, une problématique qui est extrêmement liée à la première, ça va être l'arrivée des nouveaux carburants. Sur cette question, il va falloir anticiper en fait le droit pour assurer la prévention et la lutte contre les marées noires par hydrocarbures a été construit à la suite des marées noires. Là, on a la possibilité d'anticiper ça et d'éviter d'organiser le nettoyage, la réparation et l'incrimination avant l'arrivée des carburants alternatifs. Donc, pour ça, en plus, c'est pas très compliqué parce que les conventions qui concernent les hydrocarbures sont assez bien faites. Il suffit simplement d'une modification de terme, au lieu d'employer le terme hydrocarbure, d'employer le terme plus général de carburant. Voilà. Et bien sûr, il va falloir aussi accentuer la recherche et le développement pour les moyens de lutte et de prévention. On a par exemple le CEDRE qui travaille énormément sur la question de la pollution par les nouveaux carburants. Mais on a quand même un cas particulier qui va demander une action particulière. Ça va être le cas des zones polaires, où là, on va avoir un risque de transfert de pollution atmosphérique vers la pollution marine, parce que donc déjà, on a des carburants. Si on prend une approche well to wake, c'est les émissions qui vont sortir du navire qui vont compter en zone polaire et non pas celles qui sont produites avant. Ensuite, si on a un déversement, on a parfois des carburants qui vont énormément réduire les émissions, mais qui, s'ils sont déversés dans le milieu marin, vont avoir des conséquences catastrophiques dans cette zone. Donc, il va falloir appliquer les principes de précaution, mais ça demande à faire des études complémentaires pour connaître exactement l'impact de ces carburants en milieu polaire et pour voir si ça vaut le coup d'appliquer le principe de précaution et d'empêcher la navigation, par exemple, des navires à l'ammoniac en zone polaire. Dans tout état de cause, avant que ces études soient faites, il est toujours possible de mettre en avant les ressources énergétiques renouvelables. Donc, par exemple, la propulsion vélique, on sait qu'il n'y a aucun risque atmosphérique et marine. Donc là, l'OMI peut mettre en avant ces solutions-là pour les zones polaires. Sur une autre thématique particulière, on a le droit pour le bruit sous-marin. Donc ça a été un sujet un peu complexe lors de ma thèse parce que au début, il n'était pas du tout question de traiter ce sujet au niveau des instances. Et en fait, petit à petit, il est arrivé. Aujourd'hui, on a des groupes de travail à l'OMI sur le sujet. On a plusieurs possibilités pour passer d'un droit souple à un droit dur, parce que c'est ça vraiment le sujet cette thématique environnementale. Donc déjà, il faut limiter imposer aux navires de limiter leur bruit sous-marin. Comment on peut faire? On peut créer un nouvel outil de limitation dans le droit contraignant. En soi, il n'y a pas d'obstacle juridique. Le problème, c'est que les annexes de la Convention Marpol ne se prêtent pas aujourd'hui à cette question, puisque l'annexe 6, c'est la pollution atmosphérique.
Et même s'il y a un lien entre pollution, enfin entre efficacité énergétique du navire et bruit sous-marin, ça semble complexe d'arriver avec enfin d'arriver en demandant d'utiliser cette annexe au niveau juridique, parce que efficacité énergétique, c'est pas que pollution atmosphérique. Du coup, ça demande l'adoption d'un nouvel outil. Et donc, ça va créer des problèmes de délai et des contraintes administratives qui vont naître. Donc, c'est peut-être pas la meilleure solution. C'est possible juridiquement, mais c'est peut-être pas la meilleure solution. Euh, une autre solution, ça va être l'intégration de limites de bruit sous-marin dans les calculs des outils pour l'amélioration de l'efficacité énergétique. Donc, il y a des travaux sur ce sujet à l'OMI. Ça s'explique parce que des technologies qui vont être mises en place pour améliorer l'efficacité énergétique du navire vont avoir une influence positive ou négative sur le bruit sous-marin. Donc, ça justifie d'intégrer dans les outils d'efficacité énergétique des éléments de bruit sous-marin. Ça va pas dénaturer l'outil. On a aussi la possibilité d'intégration d'une limitation de vitesse. Réduire la vitesse, ça permet de réduire à la fois la pollution atmosphérique et à la fois le bruit sous-marin. Et donc, de nouveau, ça va être ça qui va permettre d'expliquer qu'on peut le faire juridiquement. Et donc, on peut le faire dans les outils ECA, NECA et CECA. Donc, c'est les outils qui ont été mis en place pour lutter contre le soufre et l'oxyde d'azote. Ensuite, on va pouvoir reprendre les mesures régionales sur les limitations de vitesse. Donc, il y a beaucoup d'États qui sont en avance sur le sujet lorsqu'ils sont concernés, lorsqu'ils ont des mammifères marins qui vivent dans leurs eaux et donc qui ont imposé des limitations de vitesse. Donc là, il y a deux points sur lesquels l'OMI peut agir. La première, ça va être intégrer ce qu'on a vu tout à l'heure, des critères dans la définition de vitesse sûre de la Convention Colreg, donc qui régit la navigation des navires, en ajoutant dans la vitesse sûre la question de l'habitat de mammifères marins, tout simplement. Ensuite, il va falloir clarifier les statuts des zones de protection particulièrement sensibles. Donc, c'est des zones qui sont adoptées par les États dans leurs eaux, mais ces zones ont un statut juridique assez flou, on ne sait pas si elles sont contraignantes ou non. Donc là, l'OMI va pouvoir tout simplement clarifier ça en les mettant contraignantes. Enfin, il y a possibilité de prendre en compte les zones d'habitation dans les systèmes de routage. Donc là, on ne va pas en soi travailler sur la réduction du bruit sous-marin sur le navire, mais on va éloigner le problème des animaux les plus sensibles. Donc peut se faire que sur initiative des États, puisque c'est eux qui font les demandes et qui organisent les systèmes de routage. Mais on peut faire quand même des modifications textuelles dans les conventions pour mettre en avant la problématique, tout simplement. Donc voilà, et ça va permettre aussi de réduire le risque de collision et donc d'augmenter la sécurité de la navigation également. Enfin, une dernière thématique, ça va être le droit pour le transport des conteneurs. Donc là, on a vu que c'était surtout le droit qui était en retard par rapport aux avancées scientifiques qu'il y a eu, notamment à l'augmentation de la taille des navires et l'augmentation du nombre de conteneurs en circulation. Donc pour ça, il faut d'abord actualiser les normes pour actualiser les normes sur le saisissage, l'arrimage, l'empotage des conteneurs. Ensuite, on a aujourd'hui des moyens de traçabilité qui existent, qui vont permettre à la fois de sanctionner plus facilement le chargeur qui a fait une mauvaise déclaration et qui vont permettre aussi de récupérer plus facilement le conteneur qui est tombé à l'eau. Donc aujourd'hui, il existe des moyens et l'OMI, tout en appliquant le principe de neutralité, peut simplement imposer au conteneur de mettre en place, d'intégrer des moyens de localisation, sans préciser quel outil spécifiquement, voilà. Et c'est à eux après de se tourner vers l'industrie qui a développé ces outils. Ensuite, le plus gros problème sur les conteneurs, ça va être les fausses déclarations. Et sur ce point, le problème, c'est que les États n'ont pas les moyens, vu le nombre de conteneurs qui sont en circulation, de faire les contrôles. C'est un problème de terrain à résoudre qui est un petit peu complexe. Mais en attendant, on peut déjà renforcer le pouvoir dissuasif du droit en unifiant l'incrimination au niveau international et les sanctions qui ont été développées au niveau régional, national, en cas de fausse déclaration. Enfin, il y a le plus gros problème aussi, ça va être l'augmentation de la taille des navires. Donc aujourd'hui, on est jusqu'à 24 000 EVP. Le problème, c'est que si on limite la taille des navires, on va avoir une entrave des pouvoirs publics sur le marché et on va avoir des impacts économiques et environnementaux à la fois positifs et négatifs, puisque quand on a mis plus de conteneurs sur un navire, on réduit, on mutualise les coûts économiques et environnementaux, mais en même temps, le porte-conteneur qui est trop gros va devoir aller dans un port spécifique, et donc le reste de la marchandise
va être transporté soit par voie routière, soit par d'autres navires. Donc, voilà, c'est des bénéfices et des aspects négatifs. Et donc, sur ce point, il faut faire plus d'études pour voir quels sont les avantages, inconvénients à limiter la taille des conteneurs, tout en prenant en considération que moi, ce qui est ressorti des entretiens avec les acteurs, c'est que beaucoup considèrent qu'on est arrivé à une limite de taille, en fait, des conteneurs. Donc, est-ce que ça vaut le coup vraiment de travailler sur le sujet? Voilà, c'est des études à faire. Maintenant, donc, on a vu tous ces résultats. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette partie. Donc déjà, je voudrais appuyer sur les axes de travail. En fait, on a dégagé des axes de travail qui vont permettre d'améliorer la réglementation grâce à ces quatre facteurs clés, donc l'intérêt des États, aider l'industrie, le droit préventif et répressif, les moyens techniques de prévention et de lutte, et les caractéristiques de la pollution. Donc, quels sont les axes de travail qui se dégagent pour atteindre à chaque fois, pour réunir à chaque fois ces quatre éléments? Ça va être le soutien et le suivi de la recherche et le développement. Ça va être réactualiser et réajuster le droit continuellement pour tenir compte des évolutions. Et ça va être parfois contourer le manque d'intérêt des États ou les difficultés politiques en utilisant le droit souple, qui est un outil qui va permettre de mettre en avant certaines problématiques malgré les conflits, les manques d'intérêt des États ou les conflits politiques. Ensuite, on a vu, donc là, je vous ai remis tous les sujets sur lesquels on a vu qu'on pouvait avoir des améliorations au niveau de l'OMI. Donc, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Eh bien, on va à l'OMI, on fait les soumissions, on fait les propositions, on négocie. Voilà, il y a des sujets qui sont déjà en cours, hein, qui sont déjà en discussion. Donc, on l'a vu pour le bruit sous-marin. Sur les gaz à effet de serre, on a par exemple l'association internationale Winship qui travaille énormément à faire reconnaître justement cette approche source d'énergie plutôt que carburant. Voilà, protection des zones polaires, on a aussi beaucoup d'actions d'associations environnement. Transport des conteneurs, c'est tout le temps en mouvement. Voilà, donc on a déjà des choses, mais voilà, il faut s'intégrer dans ces négociations, dans ces discussions pour orienter. Il faut peut-être amener des nouveaux sujets. Voilà, c'est à partir de toutes ces propositions. Ensuite, on a vu que donc du coup, c'était le droit de l'OMI qu'on voulait faire avancer prioritairement, mais ça n'empêche pas des actions au niveau des États. Parce qu'on a vu qu'il y a pas mal de choses que l'OMI pourra reprendre au niveau du droit souple et donc, avant qu'elle le reprenne, et même une fois qu'elle l'a repris, on peut aller voir les États et promouvoir les initiatives que d'autres États ont mis en place. Donc déjà, leur expliquer l'intérêt des réglementations, voir comment ils peuvent les faire appliquer, mettre en place des incitations économiques, comment les durcir, comment contrôler. Voilà, on a plusieurs possibilités. Et pareil, au niveau du coup des acteurs, on va aussi pouvoir expliquer les réglementations environnementales, l'intérêt, voir comment ils peuvent les mettre en place aussi leur faire comprendre que parfois un investissement à long terme va être plus intéressant sur le plan environnemental et économique, voir comment ils peuvent assurer la coopération et le dialogue, voir comment ils peuvent interagir avec la recherche et le développement. Et donc ça, c'est pareil, c'est des choses que donc le droit de l'OMI va pouvoir influencer un peu là-dessus avec des outils de droit souple, mais on va pouvoir aussi aller voir directement les acteurs et faire la promotion. Donc, pourquoi c'est important de continuer à travailler sur la réglementation? Il y a plusieurs aspects. Bah, déjà parce qu'on a vu qu'on avait toujours beaucoup de pollution environnementale qui vient du transport maritime. Donc on a encore du travail à faire. Et ensuite, enfin c'est quelque chose qui est vraiment ressorti de mes entretiens, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le poids des réglementations dans l'évolution des comportements est très important. Et on a aussi un sondage récent de la Chambre internationale du transport maritime, ICS, qui vient de sortir là et qui rappelle que les acteurs attendent des réglementations, de la prévisibilité, et ça leur permet d'avoir une confiance dans leurs investissements. Donc c'est vraiment très important de travailler sur les réglementations. Et pour finir, voilà, c'était un petit peu la conclusion de ma thèse, c'était on peut travailler autant qu'on veut sur le transport maritime, mais en fait, finalement, le meilleur moyen de ne pas avoir d'impact environnemental, c'est de ne pas avoir d'activité. Mais là, on sort du contexte juridique et même du contexte du transport maritime, puisqu'on a vu qu'il répondait à des demandes commerciales, sociétales. Donc, si on veut agir là-dessus, ben, ça va être un changement de société. Voilà, donc c'est un petit peu l'ouverture de ma thèse. Voilà. Et donc, du coup, je vous remercie pour votre attention.